Merci Hervé, bonjour à tous et donc bienvenue pour la revue d'actualité mensuelle de l'OSIR du mois écoulé. Donc nous allons commencer comme chaque mois par les failles et bulletins. Donc vas-y, je te laisse. Alors on va commencer déjà, ça va être une revue d'actu qui va être un peu sur le thème de la nostalgie puisqu'on va parler des correctifs publiés par Microsoft à l'occasion de son dernier Patch Tuesday. Tout d'abord un petit point sur les fins de support. Je crois qu'il y a le Windows Server 17.09 qui arrive en fin de vie ce mois-ci. Du coup, faut penser à faire la mage. 18.09 qui arrive en fin de vie. 18.09. Donc voilà, normalement la mise à jour devrait être faisable assez rapidement et assez facilement. Sur le terme, comme c'est mise à jour à marche forcée, finalement les entreprises ont plus trop le choix de mettre à jour continuellement les versions majeures de Windows. Finalement, la durée de support des versions est quand même assez courte. Oui, tout à fait. En termes de vulnérabilité, on a 4 nouvelles vulnérabilités assez critiques sur Exchange qui ont été corrigées, qui seront de la même branche que ProxyLogon. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 4 vulnérabilités nous proviennent de la NSA, toujours dans leur programme finalement de, on va dire, Responsible Disclosure, donc de communication responsable. Et on a également la présence d'une CVE qui est la CVE 2021 28310, qui concerne le processus DWM, qui est en fait le gestionnaire de fenêtres de Windows, et qui a été observé par les équipes de Kaspersky comme exploité, qui permet à un attaquant d'élever ses privilèges et de devenir administrateur sur le poste. Bon, voilà, ça tu en as parlé Exchange. Voilà, donc là c'est carrément des codes d'exploitation, vous l'exécutez, donc soit vous pouvez récupérer des boîtes mail, soit vous pouvez déposer des fichiers, donc là encore une fois, même principe d'attaque que le mois dernier, hein, dépôt de fichiers, de web shell, ce genre de choses. D'ailleurs, je ne sais plus si nous en avions parlé le mois dernier, mais il y a une histoire un peu rigolote sur le bug collision avec les vulnérabilités ProxyLogon, où une des personnes qui était la personne principale à avoir trouvé ces vulnérabilités, il y avait un bug collision qui fait qu'il n'a pas eu la possibilité d'être rémunéré et donc a décidé de rechercher de nouvelles vulnérabilités. C'est Tsai Orange et donc il a retrouvé d'autres vulnérabilités sur Exchange. On espère pour lui que ça ne sera pas en collision avec les vulnérabilités de la NSA. Ce serait dommage. Et donc on va enchaîner puisque ce mois-ci a également marqué le patch d'Oracle, donc 390 correctifs qui ont été publiés pour 30 produits. Parmi celles-ci, il y a 30 vulnérabilités qui ont été jugées critiques. Parmi les correctifs qu'on vous recommande d'installer, il y a ceux qui concernent Oracle Virtualisation, Oracle Systems. Pour ceux qui se souviennent de la CVE, c'est la vulnérabilité Zero Logon, donc qui permet d'abuser du protocole SMB pour réinitialiser n'importe quel compte. Et on a également possibilité de divulguer des informations via Alors on a des informations techniques, donc des codes d'exploitation ou des procédures d'exploitation des vulnérabilités, notamment pour ZFS, MySQL ou encore Enterprise Manager. Si on passe à la suite. Bon, pas mal de vulnérabilités sur les navigateurs, comme tous les mois. Je ne sais pas s'il y a trop nécessité à ce... Oui, non, pas nécessairement. C'est entre 10 et 20 vulnérabilités chaque mois par navigateur, en moyenne. Voilà, avec une très forte similarité entre Google Chrome et Edge, étant donné qu'ils utilisent le même moteur. Ce qui a été intéressant de voir pour notamment les moteurs Chromium, c'est la publication de codes d'exploitation, notamment pour la CVE 2021 28000. Alors, je ne sais plus exactement. Si tu peux passer à la slide d'après. Donc un code d'exploitation en fait qui permettait d'abuser du moteur V8 pour faire de l'exécution de code. Là où on est sauvé, c'est que par défaut Chrome s'exécute avec une sandbox, mais si jamais vous utilisez le flag --no sandbox pour une raison qui vous est propre, là on pourra accéder à de l'exécution de code directement sur le système. Et on a un module Metasploit qui permet d'exploiter une variation de cet exploit-là qui est la CVE 2021 21220. Enfin, si vous utilisez Chrome en tant qu'administrateur, sans la sandbox, sans aucune protection, vraiment, qui fait ça? Probablement des chercheurs en sécurité pour faire afficher la calculatrice. Non, mais il y a aussi quelques kiosques et choses comme ça qui désactivent toutes les protections.
Bon, pas la sandbox, parce que ça n'a pas forcément d'effet. Enfin, Bah, ça suppose que tu as un noyau suffisamment récent qui va supporter tous les appels système qui vont bien. ouais. Enfin, si tu es sur un noyau de 6. Ouais, quand même. En ce qui concerne les patchs sur GitLab, on avait une erreur dans le parseur d'image qui permettait tout simplement, via une image spécifiquement conçue, d'exécuter du code, et une mise à jour de la gemme REXML qui est utilisée notamment pour parser des dossiers, enfin parser des fichiers XML. Donc à partir de là, on pouvait notamment conduire des attaques type SSRF. Et on a également, donc comme chaque mois, les correctifs pour beaucoup de produits SAP. Donc les principaux, c'était Commerce et NetWeaver. Il y avait un manque de vérification des permissions. Et il y avait également possibilité de faire de l'injection de code sur l'une des pages via l'interface web. Voilà, en ce qui concerne du coup les systèmes mobiles, on a eu beaucoup de mises à jour. On a eu, au niveau d'iOS, on a eu plus de 50 vulnérabilités corrigées. Et pour le noyau Android, on a eu 42 vulnérabilités. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour les deux systèmes, en fait, on a eu un premier correctif fin avril et on a eu le second correctif qui est arrivé quelques jours plus tard en mai. Donc ça, c'était entre guillemets la chose notable, mais sinon, en ce qui concerne les vulnérabilités, bon, c'est toujours. Enfin là, sur iOS, on avait une qui était exploitée directement dans la, qui était exploitée dans la nature, qui était d'ailleurs la seule mise à jour de la 14.5.1, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est celle qui a été publiée justement quelques jours après, début mai, je crois. On va enchaîner. Donc voilà. Des grosses vulnérabilités qui permettaient de faire de l'exécution de code sur Mac OS X. Voilà, la deuxième est rigolote parce que c'est sur Python et donc des vulnérabilités Python, il n'y en a pas tant que ça. Et celle-là concerne la librairie IP adresse qui permet en fait de faire des traitements sur les adresses IP, IPv4, IPv6, sur les sous-réseaux, etc. Et en fait, les adresses IP peuvent être écrites de différentes manières, en décimale, en octal, en hexa, ou juste avec un entier. C'est pareil sous Windows, ça permet de faire de l'obfuscation d'ailleurs sous Windows dans des codes PowerShell ou autres. Et là, en fait, quand il y a des écritures qui commencent par un 0 en Python, quand on écrit une adresse, par exemple, à la place de mettre un 10.0. machin, on écrit 0.10. Il y a une mauvaise interprétation de Python qui prend ça pour de l'octal, et donc ça permet de modifier une adresse IP, en tout cas de la faire passer pour une autre, et potentiellement de faire donc des SSRF, donc de faire à un serveur web en Python des requêtes web vers un autre endroit, ou de faire des inclusions de fichiers locaux ou distants. Bon, les cas d'exploitation sont quand même pas hyper évidents, mais bon, c'est toujours rigolo de voir une vulnérabilité de ce type-là. Surtout que ça a été identifié comme un bug en 2019, puis ça a été identifié comme une vulnérabilité, je crois, en 2021, et ça a mis pas mal de temps pour être corrigé. Je suis même pas sûr que le commit de la correction ait été publié. Je suis pas sûr. Donc voilà, bon, c'est assez rigolo à voir. Une petite slide dédiée au protocole préféré des administrateurs système, puisque il y a eu la publication ce mois-ci de 2 classes de vulnérabilité sur le DNS. La première s'appelle NameWreck, et donc en fait ça concerne des bibliothèques embarquées notamment dans plusieurs types de systèmes, où globalement il y avait toute une classe de vulnérabilité permettant notamment de faire de l'exécution de code ou je crois qu'il y avait également du déni de service. Donc là, potentiellement 100 millions de périphériques qui seraient vulnérables à cette classe. Et la deuxième vulnérabilité concerne Tsunami, qui s'appelle Tsunami, pardon, qui permettait en fait, via des requêtes DNS alors cycliques, qui étaient mal gérées par certains résolveurs, on pouvait mener des attaques réfléchies et donc faire des attaques de déni de service amplifiées. Et donc, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on se réfère à la RFC, dans la section 2, justement, il y a toute une partie qui est dédiée sur, justement, ces problèmes de cycle. Bulletin 6. Petit bulletin. Voilà, 47 bulletins, 2 critiques. Encore une fois, SD1, j'ai l'impression qu'on en parle très souvent à chaque revue d'actualité. Il y a au moins un bulletin critique tous les 2 mois, j'ai l'impression, pour cette technologie. Donc là, on avait normalement, si je dis pas de bêtises, du contournement d'authentification.
encore, donc qui permettait d'envoyer des requêtes au sein d'un cluster SD-WAN. Et en ce qui concerne Cisco Hyperflex, en fait, c'était sur l'interface web, on pouvait via l'un des paramètres faire de l'injection de commandes directement, qui permettait du coup d'exécuter des commandes sur le système sous-jacent. Magnifique, en 2021, c'est beau. Surtout ouais. les Storm Shield, bon, c'est des erreurs qui étaient au sein d'OpenLDAP qui étaient embarquées, et FortiOne, on pouvait supprimer n'importe quel fichier via une requête post, et en fait, grâce à cette suppression arbitraire, on pouvait tout simplement provoquer un reset du mot de passe administrateur. On n'est pas encore sur les vulnes les plus rigolotes et les plus intéressantes, là. En effet. Là, ça commence à être beaucoup plus rigolo. Tu veux faire bon, F5, je sais pas, c'est pas là. C'est une vue. Faut être déjà administrateur globalement, ouais. Donc si on est administrateur, on peut s'authentifier directement sur l'interface sans envoyer de requête. Ouais, SonyCall, c'est beaucoup plus rigolo puisque il y a 3 vulnérabilités qui enchaînées peuvent permettre de prendre le contrôle total de l'équipement du firewall SonyCall. La première, elles sont dans l'ordre, hein, elle permet de créer un compte administrateur à distance sans authentification. La deuxième, avec ce compte, donc en tant qu'authentifié, on peut téléverser un fichier. Et avec la troisième, on peut juste exécuter, lire le contenu de n'importe quel fichier ou exécuter ce fichier. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, on a plusieurs vulnérabilités donc qui ont été remontées. Je crois que c'est FireEye qui les a vues exécuter dans la nature. Et donc qui les a remontées à SonyCall, qui a corrigé assez rapidement. Alors je mettez dans votre buffer en mémoire le fait que tout à l'heure on parlait de Microsoft avec pas mal de vulnérabilités Exchange qui étaient exploitées dans la nature, dont certaines remontées par la NSA. Là, nous sommes sur des vulnérabilités SonyCall, donc qui ciblent encore plutôt les États-Unis, exploitées dans la nature, remontées par FireEye. On verra après par la suite, mais en fait, les États-Unis prennent vraiment très 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 cher en ce moment, avec énormément d'attaques sur les entreprises américaines, agences américaines ayant des solutions de sécurité américaines, et souvent les éditeurs qui font de l'analyse derrière pointent du doigt soit les Russes, soit les Chinois. Autre sujet très rigolo, donc vulnérabilité sur les passerelles VPN SSL Pulse Secure. Je vous laisse admirer la petite vidéo pour ceux qui connaissent l'URL de la solution. Et donc une vulnérabilité avec un joli score de 10 qui permet tout simplement de prendre le contrôle à distance des passerelles VPN SSL Pulse Secure. Pour rappel, je pense la plupart des gens le savent, mais Pulse, ça reste quand même des passerelles VPN SSL bourrées de fichiers CGI qui sont pas du tout audités, pas sécurisés. C'est en termes de sécurité, c'est vraiment une catastrophe. Et donc ça a été découvert, exploité dans la nature, par FireEye encore. Le problème, c'est que au moment où ça a été découvert, c'était fin mars, il n'y avait pas de correctif de sécurité, et le correctif de sécurité est sorti plus d'1 mois et demi après. Alors en attendant, Pulse Secure a proposé un contournement qui permettait de limiter les dégâts, mais le problème, c'est que finalement, après analyse de FireEye en particulier, la vulnérabilité était utilisée depuis l'été 2020, donc ça a laissé, je pense, pas mal de temps aux attaquants pour compromettre les entreprises. Alors aujourd'hui, c'est un peu tard, hein, les recommandations qu'on va vous donner, mais parce que si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que vos passerelles VPN SSL ont été totalement compromises, mais FireEye a proposé pas mal de commandes assez intéressantes sur leur blog qui permettent d'analyser une passerelle VPN SSL plus sécure et de voir si il y a des backdoors qui ont été installés, s'il y a des choses louches. Et c'est plutôt intéressant parce que j'avais peu vu avant ça un lot de commandes aussi détaillées permettant de vraiment faire de l'analyse complète de sa passerelle VPN SSL. Donc même pour plus tard, ça peut être intéressant de garder ces commandes de côté si vous voulez vraiment faire de l'investigation sur une passerelle VPN SSL Pulse Secure. En ce qui concerne une autre grosse publication de ce mois-ci, il y a les chercheurs de chez Qualys qui ont publié une suite de 21 vulnérabilités au sein d'Exim qui permettaient de faire de nombreux dommages allant de la simple divulgation à la prise de contrôle totale du système, avec plusieurs POC également pour exploiter ces vulnérabilités. Donc les patchs sont déjà disponibles. Donc il y a eu tout le processus de, responsible disclosure qui a été suivi.
Par contre, c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup d'un coup de vuln. On a une nouvelle variante de Spectre également qui est sortie via une micro-op qui avait pas été observée, qui permet du coup de réexploiter cette classe de vulnérabilité. Je sais que pour certaines plateformes, notamment Xen, il n'y aura pas de correctif qui sera prévu pour ça, parce que globalement, entre l'exploitabilité de la vulnérabilité et on va dire les pertes en termes de perf, le rapport y est pas. Donc, bon, encore une fois, c'est surtout des vulnérabilités théoriques quand on parle de Spectre. Je le vois pas vraiment bien exploitable, on va dire, en conditions réelles. Et enfin, il reste une vulnérabilité qui a été trouvée dans ExifTool en 2021 qui permettait d'exécuter du code via une image spécifiquement conçue là aussi. Pardon. Et le patch incomplet. J'ai glissé, excuse-moi. Oui, puis c'est intéressant parce que ExifTool est souvent utilisé comme composant masqué pour faire des traitements d'images ou des ajouts ou suppressions d'informations dans les images et parfois des sites web ou autres l'utilisent, ce qui permet potentiellement d'exécuter du code sur des serveurs web. On me dit dans l'oreillette que le patch pour ExifTool est incomplet. D'accord. En ce qui concerne les stats du mois, Nicolas a posté dans le chat, ouais. Même les petites commandes d'exploitation. En ce qui concerne les stats du mois, on continue à suivre quels sont les éditeurs qui publient le plus de correctifs, enfin du moins qui ont le plus de CVE attribués à eux. Donc c'est purement à but informationnel, hein. Ça veut pas dire une fois de plus que l'éditeur est mauvais ou au contraire qu'il est bon. Mauvais dans le sens où il y a plein de vulnérabilités et bon dans le sens où il en corrige plein. Là on voit que Oracle, comme chaque trimestre, fait un bond monumental dans le classement. Microsoft qui cette fois-ci passe de la 3e à la 2e position, Google qui reste en pole position et on a vu notamment l'apparition d'Apple ce mois-ci avec 130 vulnes corrigées au sein de du coup macOS et iOS. Il y a Qualcomm également qui est au milieu. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de vulnérabilités, mais il y a des vulnérabilités qui ont été corrigées récemment qui touchaient, je crois, à peu près 30% des smartphones Android. Il y a une communication il y a quelques jours là-dessus, donc l'impact effectivement peut être très important, même si l'éditeur n'est pas parmi les premiers. Et l'impact de la vulnérabilité, c'est de pouvoir potentiellement récupérer le contenu de la carte SIM des téléphones, les SMS. Bon, normalement, c'est plus trop gênant aujourd'hui, mais les SMS, les contacts, mais plus personne ne met de contact dans une carte SIM, et de récupérer aussi peut-être des conversations. Alors, piratage. Alors, encore un américain. Donc, Axelion, qui est un éditeur de solutions de transfert de fichiers, un peu comme les trucs bancaires, c'est X Gateway, j'ai oublié le nom. Enfin, qu'on trouve dans le bancaire. Ce qui est rigolo, c'est l'histoire liée à la compromission, où en gros, des attaquants ont utilisé des CVE pour compromettre ces solutions. Ça a été détecté par Axelion, qui a donc corrigé, et les attaquants ont utilisé de nouvelles CVE, parce qu'il ne faut pas griller toutes ces CVE dès le début, pour de nouveau accéder aux passerelles, et c'est Mendiant qui a été mandaté par Axelion pour enquêter, donc qui a découvert ces nouvelles CVE, il traitait, fait une enquête sur le sujet. Le rapport est assez intéressant, il est très court, mais il est assez intéressant de voir la cinématique d'attaque des attaquants et le fait qu'ils ils se sont gardés des CVE pour potentiellement continuer à compromettre les solutions s'ils avaient été corrigés. Et apparemment, ce serait une attaque étatique. Ça aussi, c'est un peu donc le supply chain attack, l'attaque de la chaîne d'approvisionnement. C'est un éditeur de solutions de gestion de mots de passe que personnellement je ne connaissais pas, qui s'appelle Click Studio, qui édite Password State. Et donc la solution, le site a été compromis pour pousser une mise à jour vérolée aux clients qui utilisaient ce gestionnaire de mots de passe. En ce qui concerne tout ce qui est malware, donc il y a Fox IT qui a fait une publication assez complète sur RM3, qui est un malware lié au groupe d'attaquants Gauzy et qui est notamment connu pour faire de l'exfiltration de données, donc notamment bancaire, et qui est notamment utilisé pour faire différentes attaques par fraude.
c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que le malware qui à la base s'appelait RM, ce qui change avec la variante, et comment est-ce que des fois les opérateurs vont carrément juste ensuite reprendre l'attaque à la main et pas tout automatiser. En ce qui concerne les ransomware, on va parler de Ryuk, puisque là il y a eu une attaque sur une entité universitaire qui a commencé de manière assez surprenante. En fait, c'était l'un de leurs étudiants qui voulait accéder à un logiciel payant, qui avait pas nécessairement les moyens, et qui du coup a été chercher un crack sur Internet. À partir de là, il a installé le badware, qui a permis d'installer du coup un RAT. Ils ont récupéré des identifiants que l'étudiant utilisait pour se connecter via RDP, et la suite on la connaît. Hein. Le groupe d'attaquants les a utilisés pour se connecter eux aussi au SI, et ensuite pwn le SI et dropper le ransomware. Donc c'est intéressant de voir encore une fois, on va dire une méthode d'attaque un peu, qui est connue depuis assez longtemps, mais qui revient encore une fois au goût du jour, hein, les fameux badware. En termes aussi de compromission gênante, on a le groupe d'attaquants Babook qui a réussi à compromettre les systèmes de la police de Washington DC. Là où la compromission est gênante, c'est que en fait, parmi les données qu'ils ont récoltées, ils avaient des données liées aux informateurs de la police, et ils ont menacé, si jamais ils recevaient pas le paiement, de publier ça, donc ce qui mettait évidemment en danger la sécurité des 10 informateurs. Enfin, la troisième troisième info, elle concerne la clinique du Grésivaudan qui a été du coup compromise par une attaque par ransomware. L'ANSSI était sur les lieux, visiblement il n'y a pas eu d'information qui a été exfiltrée, donc on a envie de dire ouf, mais ils ont été obligés de travailler en mode dégradé, donc retour au papier crayon. C'est intéressant de voir que c'est ce qu'on dit toujours, hein, le ransomware, ça s'attaque pas qu'aux grosses entreprises, qu'aux grosses multinationales, ça peut être vraiment n'importe qui, la petite PME, la clinique ou quoi. Alors ça, le premier, nous en avons parlé tout à l'heure à la pause. Donc c'est classique attaque de rançongiciel, sauf que là, ça a touché une entreprise qui gère un pipeline américain. Et donc ça a fait beaucoup de bruit parce que ça a été tout de suite une attaque hyper importante où on attaquait un pipeline, alors qu'en fait c'est une attaque relativement classique de rançongiciel avec une grosse exfiltration de données, quand même 100 gigas, c'est plutôt intéressant. Donc je pense qu'il y aura aussi un chantage à la publication des données à la clé de cette exfiltration, de ce piratage. Ouais, surtout que quand on regarde l'activité de DarkSide, là récemment ils ont publié plusieurs leaks d'entreprises, donc elle est en train de prendre quand même pas mal de traction en ce moment. On va voir s'il y a une action qui va être menée derrière. Sinon, en mode un peu troll, on connaissait les paiements en PaySafeCard, les extorsions en Bitcoin. On a un nouveau ransomware, une nouvelle variante qui s'appelle Give Me Nitro, qui en fait est lié au logiciel de communication Discord qui propose une offre premium qui s'appelle Nitro. Et en fait, quand le malware est installé, il va essayer de voler les jetons d'authentification des API sur le poste, chiffrer les données, et ensuite il va demander un code Nitro contre le déchiffrement des données. Donc c'est intéressant de voir cette fois-ci le type de paiement demandé. Je pense qu'après les codes doivent être revendus sur des marchés gris, mais c'est vrai que c'était rigolo à voir. C'est original. C'est ça. Alors ça a fait beaucoup de bruit aussi. Donc CodeCov, c'est une entreprise qui édite une solution d'analyse de code qui permet en gros de savoir, donc c'est du code coverage, ça permet de faire de la qualité de l'analyse de code pour savoir si des branches du code sont visitées par le cheminement du code et savoir si il y a des problématiques à ce niveau-là et de faire des stats. Et c'est utilisé par énormément d'outils open source. Donc là, vous avez une petite ligne un lien qui permet d'aller vérifier ça. Et le problème, c'est que le script bash qui permet d'installer la solution a été modifié, donc compromis sur leur site web. Alors ils ont un GitHub où il y a leur script bash, mais ce n'est pas sur le GitHub que ça a été modifié, donc il n'y a aucune trace sur le GitHub, mais uniquement sur là où c'était hébergé, donc sur leur site codecov.io. Et ce que faisait ce script bash, c'est qu'il il avait une ligne en plus qui permettait d'extraire toutes les variables d'environnement et donc souvent les mots de passe secrets qui sont passés en paramètres et de les envoyer sur un serveur. Donc il y a énormément d'entreprises qui ont été touchées. Nicolas me dit dans le chat que Twilio a aussi été touché.
Donc ça peut paraître pas problématique quand on se dit mais non mais moi j'utilise pas CodeCove donc il n'y a pas de souci, sauf que potentiellement vous utilisez un des 9000 logiciels open source qui est utilisé par CodeCove. Dans les faits, si vous utilisez... Oui, tu voulais dire un truc? Rien? Ouais, ce qui était intéressant aussi, c'était que pour justement installer CodeCove et l'utiliser rapidement, il te proposait de faire un curl pipe bash directement. Oui, c'est un install classique, c'est l'exécution du bash. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été détecté par un utilisateur méfiant, avec raison, qui, au téléchargement, a vérifié le condensat SHA-1 du fichier bash et s'est rendu compte que le condensat était différent de celui sur le site, donc a vérifié et là a vu cette différence-là. Et alors oui, donc je disais par rapport au CodeCove, si vous utilisez des librairies infectées mais déjà packagées, par exemple avec Python, avec du pip install, des choses comme ça, normalement vous n'êtes pas touché. Vous n'êtes touché que si vous repackagez complètement la librairie, l'application. Mais ça pose quand même un problème parce que quand vous avez des outils qui font de l'analyse de sécurité, vous faites de l'analyse dans votre code source, mais là, c'est pas dans le code source. Vous pouvez faire aussi des analyses au niveau de tout ce qui va être Playbook, Ansible et autres qui vont faire de l'infrastructure as code. Mais le problème, c'est que là, c'est pas dedans. C'est vraiment au-dessus, entre guillemets, autour de votre code et de l'environnement. Et alors, moi, j'ai vraiment galéré pour... Enfin, j'en ai demandé à pas mal de personnes et de clients. On a vraiment galéré pour trouver un moyen de scanner tous les environnements pour voir si un des environnements, une des applications avait été compromise. Après, vous avez les techniques faciles, si vous avez des proxys qui logent tout ou des firewalls avec les traces de juste aller vérifier si l'adresse IP qui était dans le script avait été, se trouvait dans les logs. Mais aller vérifier et trouver ce changement-là dans cette espèce de méta-environnement des applications, c'est quand même pas évident, c'est pas trivial. Il y a pas mal de règles Yara qui ont été fournies pour détecter ça, mais c'est pas simple à industrialiser en tout cas. Alors il y a également le brew que tu as rajouté. Oui, en effet. Plus précisément les brewcasks qui sont en fait une sorte de gestionnaire de paquets macOS pour installer différents logiciels, qui a été du coup compromis par un chercheur en sécurité qui a du coup réussi à abuser des GitHub Actions pour entre guillemets merge son code directement dans un casque. Et donc globalement ça permettait en fait vu que les différents paquets étaient gérés sur GitHub via des actions de merge automatiques, via des GitHub Actions, il avait réussi à déjouer entre guillemets les mécanismes pour push son code. Donc une autre attaque par supply chain. Ouais. Et juste sur CodeCove, donc il y a Guillaume qui dit dans le chat qu'effectivement une analyse du code est en général faite uniquement par les développeurs de leur côté, mais parfois elle est quand même faite au moment de la reconstruction du package, donc ça dépend. C'est vrai que le gros problème en fait avec le script modifié, c'est surtout la fuite d'identifiants et de clés. Et le problème, oui, il y a quelqu'un c'est Philippe Bourgeois qui parle du vol des credentials. Le problème, c'est que si vos credentials ont été volés, alors l'exploitation, elle a pas duré longtemps, elle a duré 1 ou 2 mois, mais ça a été découvert assez tardivement, au bout de 1 ou 2 mois. Mais ça veut dire que potentiellement, vous aviez un attaquant qui a récupéré des secrets, des jetons d'API, des choses comme ça, et qui a pu les utiliser pendant 1 mois. Donc, ok, supposons que vous ayez réussi à détecter que vous aviez le fichier bash vérolé, vous l'avez supprimé, mais c'est-à-dire que potentiellement, vous avez un attaquant qui a eu accès à ses secrets pendant 1 mois et qui a pu faire plein de choses. Alors là, l'inforensique liée à ça, je pense que c'est la misère, parce qu'il faut essayer de tout analyser, voir où est-ce qu'il a pu rebondir. Enfin, c'est un boulot monstre. Okay. Je te propose qu'on passe à la suite. Ouais. Ah oui, alors ça c'était assez rigolo. Donc on parlait le mois dernier de la compétition Pawn to Own qui consiste à chercher un maximum de vulnérabilités. Il y a 2 chercheurs qui sont parvenus via un drone à hacker une Tesla, tout simplement une voiture Tesla, notamment en abusant du SSID, je crois, qui était commun à toutes les voitures. Et globalement, à partir de cet accès Wi-Fi, ils étaient en mesure d'ouvrir la voiture à distance, d'interagir avec certains éléments de l'interface comme on pourrait interagir si on était au volant avec les boutons. Mais heureusement, via leur exploit, ils n'ont pas été en mesure de prendre le contrôle de la trajectoire ou du boîtier d'accélération. Ouf, enfin du boîtier de vitesse. Mais c'est intéressant à voir quand même sur le principe.
Ouais, les Tesla, c'est quasiment les voitures les plus attaquées, mais parce qu'aussi ils ont un gros programme de bug bounty justement pour demander aux gens d'essayer de trouver un maximum de vulnérabilité sur leur voiture. Le deuxième point, c'est juste un opérateur néerlandais qui utilisait des solutions 4G ou 5G, je sais plus, de Huawei, et qui, en fait, donc, il y a toute une histoire qui a éclaté là-dessus parce que, en fait, un certain nombre de salariés de Huawei intervenaient chez KPN en Hollande, et également il y avait une télémaintenance depuis la Chine, ce qui fait que potentiellement les Chinois pouvaient écouter les conversations des clients de KPN, et surtout il y avait des écoutes légales qui étaient potentiellement accessibles aussi par ces salariés, donc ça a posé pas mal de problèmes. Par contre, j'ai pas l'information si les conversations ont été écoutées ou pas. Alors, une petite attaque de phishing qui date globalement de ce mois, qui a été liée à une entreprise, enfin une fausse entreprise qui s'appelait Workplace Unite et qui proposait à ses utilisateurs en fait de partager leurs identifiants corporate et de les rémunérer en fonction. Donc les personnes avaient mis en place, les attaquants avaient mis en place un Wizard Shield, un installateur pour entre guillemets légitimer le processus où ils demandaient l'entreprise, où il y avait un pseudo-test des identifiants et en fait ils proposaient aux personnes de gagner $250 je crois si les identifiants étaient valides et $25 supplémentaires chaque mois où les identifiants restaient valides. Alors selon encore une fois le prétexte c'était pour vérifier, faire des tests de compatibilité et mettre en place de nouveaux logiciels. Après c'est plus probable que ce soit une grosse attaque de phishing puisqu'il y avait différents sites avec le même principe, donc notamment du workplace.com, workplace.io, workplace.xyz qui ont été mis en place. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant comme contexte. Et la deuxième vulnérabilité qui était en fait, qui a encore une fois affecté macOS, c'est les chercheurs en sécurité qui sont parvenus à contourner le mécanisme en abusant, je crois, d'une erreur de logique dans le moteur de vérification des binaires et qui en fait via une application spécifiquement conçue permettait tout simplement d'exécuter du code via un document. Pas mal. Le write-up est assez technique, j'ai pas tout compris, mais c'est intéressant. Ok. Bon, ça rien de surprenant, c'est juste un article qui classe les fuites de données et indique juste que Facebook, c'est l'entreprise qui a eu le plus de pertes de données de ces dernières années. Bon voilà, suite aux 500 millions du mois dernier, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Mais est-ce que c'est de la fuite de données si c'est du scrapping? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je dirais oui, mais... Alors, en ce qui concerne du coup les publications, on a Project Zero qui présente sa nouvelle politique de Responsible Disclosure. Si je me souviens bien, il me semble qu'ils adaptent le délai avant divulgation de la vulnérabilité. Je sais plus les détails, enfin que je retourne vérifier. Du côté de l'ANSSI, on a une publication du modèle Zero Trust. Donc tout un guide de référence, donc le concept Zero Trust, comment est-ce qu'on... et les différentes recommandations. On avait déjà parlé il y a quelques mois du NIST qui avait publié un premier standard. Donc c'est intéressant de voir justement le modèle gagner en traction. Et donc on a enfin le GIP Acrima qui a publié son rapport d'activité de la cybercriminalité avec notamment en termes de grosses avancées une refonte du site cybermalveillance, donc qui est un site à destination notamment des entreprises et particuliers pour les mettre en lien avec des entreprises, enfin lorsqu'il y a notamment tout ce qui va être cybercrime, on va dire, donc ransomware, vol d'informations. Et donc ce qui était intéressant à noter, c'est qu'ils ont vu une explosion en fait d'attaques qui se basait sur de l'ingénierie sociale, donc tout ce qui était phishing notamment. On a également, du coup, encore une fois, Project Zero qui publiait un write-up détaillé de la... Ouais. Pardon. Ah, que le lien n'est pas bon. Ah oui, effectivement. Ouais, je mettrai à jour. Bon, attends, je vais le retrouver.
Oui, du coup, pardon, les équipes de Project Zero qui ont publié une analyse sur la One Day Defender, donc qui permettait d'élever, d'exécuter du code, non. Enfin, c'était noté comme élévation de privilèges par Microsoft distante, et puis après le scope était mis en local, donc c'était un petit peu compliqué, mais justement en fait c'était un heap overflow qui permettait du coup d'élever ses privilèges. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est pour le coup, vers la fin de l'article, on a des recommandations, non pas pour corriger que cette vulnérabilité, mais vraiment la classe de vulnérabilité associée. Voilà. Et en publication, vous avez Kaspersky qui a publié un rapport sur l'impact des ransomware, où ils avaient l'impression que le nombre de détections de ce type d'attaque était en baisse, mais que en fait, c'était peut-être lié à une spécification des groupes d'attaquants. On avait notamment noté le mois dernier où notamment Revol ciblait principalement des acteurs qui étaient assurés pour assurer plus facilement leur paiement. D'ailleurs, alors je crois qu'on n'en a pas parlé le mois dernier, et je crois qu'on n'en parle pas ce mois-ci, mais il y a l'assureur Xcox qui a publié un rapport assez intéressant justement sur les statistiques d'une partie de ses clients avec le nombre d'attaques, les vecteurs d'attaque, etc. C'est plutôt intéressant pour avoir des statistiques pertinentes sur le domaine, même si ça reste un assureur, même si c'est un gros assureur, mais c'est plutôt pas mal. Je pense que si vous cherchez cybercrime ou ransomware Xcox 2021, vous trouverez le document rapidement. Alors ça, c'est juste quelques tweets de quelqu'un qui, je pense, est suicidaire, parce que c'est un Russe en Russie qui se moque du GRU, donc le service de renseignement militaire russe, en faisant une espèce de hackback sur le GRU, en retrouvant facilement un mot de passe d'un compte, je crois que c'est un compte ProtonMail, et en récupérant même aussi un compte Telegram du GRU. Donc dans le fil de tweet, vous avez pas mal de techniques qu'ils utilisent qui sont assez triviales, et ils se moquent en particulier d'eux parce que il y avait des questions du type mettre le code postal de la ville d'où vous venez ou un truc comme ça, et apparemment le colonel qui s'occupait de ça a vraiment mis le vrai code postal, enfin des choses cette personne est assez téméraire et courageuse en Russie en tout cas de faire ce genre de communication, parce qu'il risque de se retrouver à prendre la brasse coulée sous la banquise, mais c'est plutôt rigolo à regarder, parce qu'on voit que même des services comme le GRU peuvent faire des erreurs assez triviales comme ça. Et le coup de mettre le mot de passe Moscou, donc Moskva c'est Moscou en russe, avec incrémenter le dernier chiffre, c'est risible. Ça peut être intéressant si vous avez l'Office 65 et de l'Azure. Microsoft a commencé à publier quelques playbooks de gestion d'incidents de sécurité, donc à la fois sur la partie détection et aussi des traitements à réaliser en cas d'incident de sécurité sur ces trois types-là, donc l'hameçonnage, le password spraying, je sais plus le traduire en français, et la gestion des habilitations sur les applications et les consentements. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez Office 65 et Azure, je vous recommande de les lire, ça peut toujours être intéressant pour compléter ceux que vous avez déjà. En termes de publication d'outils, donc il y a un nouvel outil qui s'appelle MW Config, qui est en fait un extracteur de configuration de différentes classes de malware, qui a notamment le bénéfice d'être requêtable via API sans authentification. Et donc typiquement, si vous êtes face à une souche comme par exemple Citadel, Ancitor ou AXID, vous pouvez directement récupérer les URL des C2 ou des éléments comme ça. Donc c'est intéressant. Après, j'ai l'impression que c'est quand même très orienté malware bancaire. Bon, ensuite, en effet, c'est plus des stealers, donc forcément, c'est assez lié ce genre d'attaque. Et sinon, il y a du coup une personne qui a publié un lexique assez complet des différents termes utilisés en CTI, donc en Cyber Threat Intelligence. Donc c'est intéressant pour voir notamment des concepts ou pouvoir exploiter d'autres bulletins. Ah oui, il y a énormément d'acronymes, je l'avais pas vu. Pas mal. Ensuite, le CISA, donc l'ANSI américaine, a publié une nouvelle version de son outil qui s'appelle CZ, qui permet en fait de globalement faire des dashboards et de voir un peu sa posture sécurité, donc faire de l'analyse de risque notamment. Et donc là, récemment, ils ont publié une nouvelle version avec normalement le support de nouveaux questionnaires, je crois. Le souci, c'est qu'il y a encore quelques problèmes dans la dernière version de stabilité.
Donc peut-être attendre un peu avant d'installer cette dernière version. Bah vas-y, si tu veux. Ouais, c'est OVH qui publiait notamment son nouveau plan hyper disponibilité après les différentes mésaventures qui leur sont arrivées les mois précédents. Donc globalement, je crois que c'était des backups répartis sur différents data centers, si je me souviens bien. J'ai plus les détails. Et après, moi, j'ai Et rajouté donc, l'article de Cozy Cloud qui posait la question de faut-il quitter OVH? Bon, ben, bien évidemment, la réponse c'est non. Donc eux, on fait carrément une analyse statistique sur le temps du nombre d'incidents qu'a eu OVH. Je sais plus, mais je crois que l'estimation c'est une perte de data center tous les 30 ans. Enfin, et en gros, bon, il n'y avait pas vraiment de problème. Le truc, c'est qu'il faut faut comparer ce qui est comparable parce que je crois que je l'avais déjà dit le mois dernier, mais moi j'ai vu beaucoup de gens se plaindre d'OVH en disant oui, c'est pas normal, OVH, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y avait pas de redondance, etc. Oui, sauf qu'en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Les gens comparent en général des instances virtuelles achetées chez OVH à quelques euros avec des services SaaS purs de Amazon ou Azure, où là, bien sûr, dans le service est inclus soit de la sauvegarde, soit de la redondance, même parfois à travers plusieurs régions. Donc OVH reste une très bonne solution, reste un très bon hébergeur et non, il ne faut pas du tout quitter OVH, quoi. Mais par contre, il faut faire des sauvegardes ou prendre des services SaaS avec de la sauvegarde et de la géorépartition si besoin. Flock. Ouais. Bah, globalement, suite à l'annonce et au test par Google de la solution Flock, il y a une véritable levée de bouclier qui a été faite via divers éditeurs, donc notamment chez DuckDuckGo, chez l'EFF notamment, qui avait fait un article qui décortiquait bien les différentes interrogations par rapport à cette technologie. Et si on regarde WordPress, je crois que eux, ils étaient partis plus en disant que Flock pour eux c'était un problème sécurité. J'ai plus les détails de l'article exactement. Donc regarde, je clique dessus. Ouais. Enfin, pour rappel juste, hop, voilà. J'ai pas y passé l'air de sécurité. Pour rappel juste, donc avant, les utilisateurs étaient suivis par des cookies de site en site, et ce qui permettait au tracker de connaître les habitudes de navigation des personnes, de les cibler, de savoir qui elles étaient, etc., pour ensuite leur proposer de la publicité ciblée. De plus en plus d'éditeurs, de navigateurs, enfin, et de smartphones tendent à bloquer les cookies ou à limiter, et puis il y a même le règlement général de la protection des données personnelles qui a aussi mis son nez là-dedans. Donc en gros, le cookie, ça devient problématique, et c'est pour ça que Google a proposé sa propre solution de tracking des utilisateurs, qui s'appelle Flock, parce que comme ils ont Chrome qui représente, je crois, 70-80% du marché des navigateurs, ils ont la capacité d'imposer des standards pour ce type de choses. Quelle belle blague d'Eric Flock a fait un flop. Mais après, Google, je sais pas pourquoi Google fait ça, parce qu'au final, la grande partie des utilisateurs utilisant Chrome sont authentifiés, donc Google sait qui sont les personnes exactement, savent ce qu'ils font, donc peuvent faire du tracking sans difficulté. Ensuite, business et politique. Alors, pas mal de mouvements. Rapid7, ça, je l'avais pas vu. Ouais, qui acquiert Velocidex. Velocidex, c'est l'entreprise qui édite Velociraptor, qui est un outil d'investigation forensique, et donc qui était open source à la base. Et donc en fait, Rapid7, qui est connu notamment pour Metasploit, a acquéri Velocidex et du coup va supporter le développement de l'outil pour aller plus loin. Et après, donc dans les rachats, donc il y a le fonds d'investissement Thomas Bravo, je sais pas si c'est pas un S que j'ai oublié, enfin bon, qui souhaite acquérir Proofpoint pour la modique somme de 12 milliards de dollars. C'est énorme. Donc il y a Accenture qui est en train d'acquérir aussi Link.by.net. En tout cas, en ce moment, ils sont en négociation exclusive, ce qui veut dire qu'il y a peu de chances que ça ne se fasse pas. Et côté business, vous avez ici CrowdSec, donc la nouvelle entreprise de Philippe Humeau, ancien de NBS, qui vient de lever 5 millions d'euros. Et précédemment, il avait levé donc, il y a 1 ou 2 ans 1 million d'euros pour développer sa solution. Oui, la solution a été présentée à l'OCIR, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube.
Tout à fait. Et je crois que Philippe aussi fait une interview sur No Limit Sécu. Je le dis avant que Nicolas ne le dise. Je sais pas si l'émission est sortie par contre. Encore. Elle est sortie il y a longtemps et Ok. comme CrowdSec a beaucoup évolué depuis, il souhaiterait presque faire une mise à jour. Ce qui concerne un petit peu la politique, il y a le gourou technique entre guillemets du groupe Fin7 qui a été condamné récemment à 10 ans de prison par la justice américaine. Voilà, qui était notamment connu pour avoir ciblé du banque. Ces trois-là sont assez rigolotes. Alors ça, c'est la blague, c'est que si vous aviez de l'exchange et vous vouliez qu'il soit patché, il suffisait de sortir sur Internet, enfin de faire sortir sur Internet votre exchange avec une IP américaine, parce que en gros, le FBI a eu une autorisation d'un juge secrète pendant je sais plus combien de jours qui leur permettait d'intervenir eux-mêmes sur les exchanges américains pour aller les patcher et les nettoyer eux-mêmes directement. Donc j'ai l'impression que c'est une première de ce type-là. Donc en gros, le FBI a nettoyé les exchanges piratés par les Chinois pendant le début de l'année. Et donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, on va dire ça. Ouais. Mais après, c'est quand même, je trouve que c'est quand même délicat parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est quand même maintien dans un système de traitement de données, même si c'est autorisé par un juge. C'est fou. Ouais, c'est assez surprenant. Il y a aussi la CISA qui a, ça c'était pour Pulse, qui a ordonné à toutes les agences fédérales de mettre à jour sans délai les passerelles VPN et SSL Pulse qui étaient en train de se faire compromettre dans tous les sens. Et le dernier. C'est disons que là la DHS a eu l'autorisation d'un juge en fait pour notamment si jamais ils ont besoin d'intervenir directement sur le serveur, d'aller voir l'hébergeur et de demander l'accès en direct. Alors, il y a des gens sur le chat qui disent que effectivement la gendarmerie a éteint un botnet. Oui, et alors ça c'est pas tout à fait pareil parce que ce qu'a fait la gendarmerie, c'est que bon déjà ils ont blackholé entre guillemets le nom de domaine et le command control du botnet, et ensuite ils ont poussé des mises à jour vides qui ont entre guillemets écrasé le botnet, le malware sur les postes et ressources infectées. Là, je trouve qu'avec le FBI, ça va un petit peu plus loin quand même, parce qu'il y a le fait d'aller carrément nettoyer, rechercher les web shells et de mettre à jour aussi. Enfin, c'est quand même, ça va quand même un peu plus loin, quoi. Parce que autant écraser le malware par du code vide, c'est pas gênant parce que le malware va plus redémarrer, il va planter, donc il n'y a pas de souci. Là, aller patcher l'exchange, modifier des fichiers, etc., c'est le stade d'après. Si le FBI, c'est le service après-vente. Ouais. Ensuite, alors ça aussi c'est très, très rigolo. Il y a eu plusieurs fois le cas dans l'histoire de la sécurité, c'est que quand il y a un procès aux États-Unis, les documents sont publics. Les documents du procès, enfin les preuves sont publiques. Et là, donc il y a le procès entre Apple et Epic qui a rien à voir avec la sécurité, c'est juste que Epic trouve que 30% de marge pour la publication d'applications sur Apple Store, c'est un peu du vol, et donc veulent réduire ce pourcentage, ce qui est d'ailleurs beaucoup, 30%, c'est du vol. Et donc dans le procès, il y a pas mal de mails qui ont été publiés, dont des mails qui indiquaient qu'apparemment il y avait 128, on parlait tout à l'heure des malwares sur iOS, il y avait 128 millions d'utilisateurs Apple, dont je crois 18 millions d'Américains qui avaient téléchargé des applications vérolées par le Xcode Ghost dont nous avions parlé il y a, je sais plus, 1 ou 2 ans. C'est toujours intéressant à voir. Ensuite, conférence, pas grand-chose. Avec le Covid, c'est un petit peu calme. Donc il y a le hack, je crois que la dernière fois on a vu que c'était annulé, non? Je crois que c'est Hervé qui vous avait dit ça la dernière fois. Donc Stick, toujours. Oui, je confirme, le hack est annulé. Ok. Donc Stick, par contre. Il y a de conférences qui sont confirmées. Donc par exemple, vous avez Barbac à hier qui est confirmé pour le samedi 29 août. Donc entre le CNSSIS qui est confirmé au Mans fin juin et Barbac le 29 août, il y a aussi des manifestations prévues en juillet.
Donc, il faut profiter de l'été. Le Oui, code for paper de Barbac a été publié. Donc, vous pouvez proposer des tutoriels et bien sûr des conférences. Il y aura aussi Hacking Provence, cette fois-ci de tête du côté de La Ciotat, en septembre ou octobre, je ne sais plus. Et puis, bien sûr, comme chaque année, il y a, a priori, ça pourrait être en présentiel. En novembre, UBIS, la conférence la plus à l'ouest, à Brest. Donc, il y a quand même pas mal de conférences régionales qui commencent à être confirmées en présentiel. J'ai rajouté, il y a Aquitaine aussi à Bordeaux qui ne sera pas en présentiel, par contre, qui sera en distanciel. Oui, c'est Enfin, pour ça que je ne compte pas, moi, quand. Je veux dire, si c'est sur Internet. Oui, mais bon, ça compte quand même. En tout cas, tu as des conférences comme Stick, c'est sur Internet, comme tu dis, mais ça compte quand même. Et oui, donc la conférence sans la rue Stick. de la soif, est-ce que c'est encore Stick? Ouais, bah écoute. Est-ce que c'est encore Stick? Un peu moins, mais ça le reste toujours. Tant qu'il y a les rump sessions, ça le reste. Et surtout qu'il risque d'y avoir des présentations plutôt intéressantes, avec une belle présentation de Synactive, et je vous en laisse la surprise. Et donc oui, le FIC qui théoriquement devrait se dérouler début septembre, en présentiel. Avec la Corinne, du coup, le 7. Ouais, il faut que je le rajoute. Tiens. Attends, je me le note, je le rajouterai tout à l'heure. Et donc, Troll Velu, avec un truc un peu moins rigolo, donc qui est le décès de Dan Kaminsky, célèbre chercheur qui avait trouvé pas mal de vulnérabilités sur DNS en particulier. Donc voilà, c'est triste. Je passe, parce que c'est pas joyeux. Un petit échange qui m'avait fait sourire, où globalement, il était possible, via un service après-vente pour le coup, si jamais tu appelais plusieurs fois, de changer ton nom un caractère par caractère. Et du coup, c'était amusant de voir comment est-ce qu'en partant de Mike finissent à Steve. Alors, à moitié un troll, à moitié une réalité, Microsoft migre au SHA-2 à partir du 9 mai. Donc, tout va bien se passer, ça va absolument pas casser différentes mises à jour, je pense. Et ouais, c'est vrai que il y avait déjà une migration au SHA-1 qui avait provoqué notamment beaucoup d'erreurs de mise à jour, puisque tous ne supportaient pas. Windows XP ne supporte pas SHA-2, mais bon, de toute façon, Windows XP, oui, ça aura forcément des effets de bord. Alors, c'est principalement toutes les autorités de certification et signature, pour ces migrations. Mais ça aura forcément des impacts. Le deuxième point, c'est que, alors en fait, c'est surtout par rapport à la phrase d'accroche de l'article de France Info que nous avons mis ça, mais donc Falcon, c'est l'une des équipes qui participe au concours NIST pour les algorithmes de crypto post-quantique, pardon. Et donc Falcon, c'est pour la signature. Et donc dans cette équipe, il y a une personne de Thales. Et sur France Info, il y a un article qui dit que Thales met au point une protection contre la cybercriminalité quantique du futur. Voilà, c'est magnifique. Ça se passe de commentaires. Ensuite, alors ça a fait beaucoup de bruit. Je sais pas ce que ça va donner, mais donc Microsoft a été racheté GitHub a été racheté par Microsoft il y a un certain temps déjà, et ils ont modifié en politique concernant les applications qu'ils hébergent. Et en particulier, donc il y a des phrases concernant les exploits et les codes offensifs qui laissent supposer qu'ils ne laisseront plus héberger ce type de choses. Donc il y a eu pas mal de débats. Ils ont remodifié un petit peu leurs phrases en parlant essentiellement des codes d'exploitation qui sont entre guillemets en cours d'exploitation et qui causent des harm. Il y a eu un gros débat aussi sur le terme. Ouais. Qui causent des dégâts. Donc je sais pas ce que ça va donner. Potentiellement, si vous avez des outils un peu offensifs ou autres que vous avez sur GitHub, ça mange pas de pain, juste de les télécharger localement au cas où. Bah, c'est vrai que ça fait suite à la publication le mois dernier d'un exploit sur ProxyLogon qui avait été supprimé directement par GitHub. Donc oui. Forcément, ça avait fait un peu de bruit. Et c'est vrai que là, le souci avec cette modification dans leur terme d'utilisation, c'est que du coup, GitHub devient un peu la police de ce qui est le bien et ce qui est le mal, quoi. Il y avait eu le cas pour, enfin c'est pas de la sécurité, mais pour YouTube-DL, YouTube Download,
où ça avait été censuré et finalement remis en place, donc outil qui permet de télécharger les vidéos YouTube, et pas que d'ailleurs. Alors ça aussi c'est intéressant. Oula, pardon. Donc il y a un site qui fait l'état des lieux en fait de la sécurité des smartphones, et parmi ça vous avez en particulier a priori ce que est capable de récupérer Apple dans iCloud. En gros, ils sont capables de quasiment tout récupérer. Et a priori, c'est pas que a priori, parce que pour utiliser des outils de Helcomsoft, moi je le fais de temps en temps, la keychain aussi, on peut la récupérer sur iCloud et la déchiffrer. Donc potentiellement, si vous pensez que toutes vos données sur iCloud sont chiffrées et inaccessibles par Apple, c'est faux. Et donc par le gouvernement américain, c'est faux. Ça, on devait en parler le mois dernier, voire le même mois d'avant. RSA est-il cassé suite à une publication d'un papier de Klaus-Peter Schnorr, qui a d'ailleurs changé, parce que dans son papier, parmi les premières phrases, il y avait en gros que son analyse détruisait RSA, et il l'a supprimé dans les mises à jour. Donc a priori, ça détruit pas RSA. Par contre, ça pourrait améliorer les techniques actuelles pour casser RSA. Par contre, la chose la plus importante, c'est que RSA, ça devrait juste plus être utilisé depuis des années. Et il faut passer à autre chose, et à minima la crypto-elliptique. Ça, on a dû mettre dans disponibilité une grosse panne chez Fortnite de leur saison. Fortnite, jeu en ligne du moment, une grosse panne du fait d'un certificat qui avait expiré sur leur SI interne entre différents services. Celui-là, c'est du pur troll, mais en gros, sous le mandat Trump, il y a un rapport qui avait été édité par la CIA, le FBI et d'autres agences qui parlait des relations des différents collaborateurs de Trump avec la Russie et l'Ukraine. Et en gros, il disait finalement que Trump était un agent russe. Le document a été classifié du temps de Trump et a été déclassifié avec Biden, le nouveau président. Et bon, c'est toujours c'est assez rigolo, mais j'ai l'impression que aux États-Unis, Trump est assez mal vu par les agences de renseignement, et je sais pas s'il y aura une finalité, une suite à ça. Voilà. Autre troll, pour tous ceux qui ont développé en C, donc vous connaissez MaxINT, enfin surtout MaxINT 32, donc l'entier maximum en 32 bits. Et donc apparemment, il y a certains outils qui gèrent des cours en bourse qui codent la valeur en 32 bits. Et donc typiquement l'outil de bourse de Google gère bien le cours en bourse en 32 bits en milliardième, c'est-à-dire qu'en fait vous avez c'est un entier, mais il décale la virgule de 4 chiffres, et vous avez le cours de Berkshire, j'ai plus le nom en entier. J'ai plus le nom, c'est de Berkshire Hathaway qui a dépassé ce MaxINT, ce qui fait que côté Google, le cours est tombé à 0. Alors qu'en fait il n'était pas réellement à 0, il était bien au-delà, mais du fait du dépassement de MaxINT 32, on est retombé à 0, 1 ou 2, etc. Et je sais que ça a créé de la panique chez certaines personnes qui l'utilisaient pour faire de l'investissement boursier. Alors ça n'a pas paniqué longtemps, mais quand même. Ensuite, alors tout à l'heure j'ai vu dans le chat quelqu'un parler des cyberassurances. Donc en ce moment il y a pas mal de débats sur les cyberassurances. Juste pour information, j'ai pas trouvé les chiffres 2020, mais en 2018 50% des entreprises avaient une cyberassurance, en 2019 60%, et donc en 2020 je ne sais pas. Mais très récemment, donc, il y a l'ANSSI qui a été auditionné avec le parquet de Paris, et les deux reprochaient aux assureurs de payer des rançons, et donc de ce fait d'encourager le marché des rançongiciels et demander à ce que les assureurs, en tout cas en France, arrêtent de payer les rançons. Et pour preuve de ça, AXA France a décidé de ne plus payer en France. Si quelqu'un a des informations supplémentaires, parce que tout à l'heure j'ai cru voir quelque chose par rapport à AXA dans le chat. Mais la France est aussi l'un des pays les plus attaqués au monde, et apparemment l'un des pays qui paye le mieux les rançons.
Ce que je disais là-dessus, j'en discutais encore avec Goupil sur Twitter, c'est que c'est pas parce que une compagnie d'assurance ne paye plus les rançons que les rançons logicielles vont s'arrêter, parce qu'il faudrait ne plus payer du tout. Sauf que quand ton entreprise dépend des données qui ont été chiffrées parce que tu n'as pas de backup ni de sécurité qui vont bien, mais surtout de backup, malheureusement aujourd'hui, en tout cas pour les PME et TPE, tu n'as pas le choix. Quoi. Non. Aux États-Unis, je crois qu'ils condamnent les payeurs maintenant. Alors ils le font quand ça fait partie des groupes terroristes. Oui, parce que tu as une blacklist, voilà. Et c'est lié au terrorisme. Mais voilà, aujourd'hui en France, si la survie de ton entreprise dépend de payer une rançon, c'est pas le fait d'être assuré ou pas qui changera les choses. Oui, bien sûr. Par contre, ça met en péril entre guillemets la cyberassurance en tant que telle, puisque si ça ne prend pas ce genre de catastrophe en compte, plus personne ne prendra ce genre de truc. Autre levier pour gagner de l'argent côté groupe de rançon logiciel, certains tentent de jouer de la spéculation boursière, la spéculation à la baisse des cours en bourse des entreprises compromises. En gros, le business, c'est d'essayer de s'arranger avec des entreprises de trading pour jouer le cours à la bourse avant que la compromission soit publique et jouer le cours à la baisse avant que la compromission soit publique. Mais le problème, c'est que je vois pas trop comment ça peut marcher, sachant que les cours sont quand même tout est tracé, qu'il y a des gendarmes boursiers dans tous les pays, et ça me paraît compliqué d'avoir ce genre de modèle économique. Donc je vois pas trop comment ça peut marcher, ça. Autre sujet, ça c'était rigolo, donc c'est pas tout à fait sécurité, mais c'est plus de l'embauche et du recrutement en 2021. Et la personne qui embauchait demandait à ce que la personne n'ait pas fait ces dernières années ni de Node, ni de Ruby, ni de PHP, ni d'ASP, etc. Donc il listait toutes les technologies que le candidat ne devait pas avoir, sur lesquelles il ne devait pas avoir travaillé. Donc c'était plutôt rigolo à lire. Alors ouais, ça c'est un petit troll entre guillemets. Il y a des étudiants de l'université du Minnesota qui ont publié un papier notamment sur la difficulté de maintenir les projets open source entre guillemets de la mauvaise foi de ses collaborateurs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de publier des commits, ce qu'ils appelaient des commits hypocrites, c'est-à-dire qu'ils rajoutaient des failles de sécurité au sein du noyau Linux. Donc c'est passé une fois, donc les commits ont été révoqués après. Le problème, c'est qu'après, les personnes qui géraient la mailing list se sont rendues compte qu'en fait, d'autres personnes liées à l'université tentaient à nouveau de faire de nouveaux commits hypocrites. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que toute l'université a été bannie ils n'ont plus le droit en fait de contribuer au noyau Linux. Sympa. Ce qui fait que il y a une lettre d'excuse qui a été publiée, mais comme vous pouvez voir dans le screen à droite, pour l'instant, les excuses sont pas, entre guillemets, ils acceptent les excuses, mais tant qu'il n'y aura pas de véritable action qui aura été prise, ils n'auront pas le droit à nouveau de publier. D'accord, amusant. Voilà. Et dernier slide, donc je pense que vous connaissez tous Cellebrite, qui est une entreprise israélienne qui vend la mallette que vous voyez en bas à droite là, qui permet de faire de la capture de données sur téléphone et smartphone. Donc vous avez 40 milliards d'adaptateurs là pour à peu près tout. Alors sur les vieux téléphones ils utilisent rien de spécial, mais sur les récents ils utilisent beaucoup de vulnérabilités. D'ailleurs ils utilisent certaines vulnérabilités publiques qu'ils ont volées à des outils publics comme LimeWire, des choses comme ça, LimeRain pardon, des choses comme ça. Et il y a eu un communiqué il y a quelques temps qui avait été mal compris où en fait Cellebrite disait être capable de lire les structures de données de l'application Signal. Ça a été mal compris par la presse généraliste qui a dit que Cellebrite était capable de déchiffrer les communications Signal. Et c'est juste qu'ils avaient la capacité de lire la structure de données en ayant la clé secrète pour déchiffrer, mais juste de comprendre les structures de données de stockage Signal.
Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, le CEO de Signal l'a sans doute un peu mal pris, s'est un peu énervé et a décidé d'analyser donc UFED, l'outil de Cellebrite, et il a découvert, je ne sais plus, mais c'est des centaines de vulnérabilités, parce qu'en gros, cet outil qui fait les captures de données des différents téléphones et smartphones doit être capable de lire des tas de formats de fichiers différents, images, vidéos, contacts, etc. Et donc, ils se reposent sur des outils, pour la plupart publics open source. Et typiquement, ils utilisent FFmpeg, qui est l'outil le plus connu pour faire de l'encodage et du décodage vidéo, qui est d'ailleurs celui qui est utilisé par YouTube. Sauf que la version qu'ils utilisent, elle a 1000 ans. Donc, il y a beaucoup de vulnérabilités dessus. Et en mettant la bonne vidéo sur un smartphone, lorsque ce smartphone est capturé par UFED, il y a une exécution de code. Et donc, en fait, vous avez beaucoup de vulnérabilités sur les différents formats de fichiers. Et apparemment, il n'y a aucun sandboxing, enfin aucune protection côté UFED. Donc voilà, Il y a même une potentielle violation des termes d'utilisation d'Apple, apparemment. Ouais, alors il y a un débat là-dessus parce que certains disent qu'en fait c'est un accord avec Apple, parce qu'il y a une DLL, une librairie d'Apple qui est utilisée pour accéder au contenu des smartphones Apple. Et certains disent qu'il y a une violation et d'autres disent que non, c'est un accord tout à fait légitime avec Apple. J'ai pas vu la finalité de ça, je sais pas quelle est la vérité. Guillaume dit ouais, la fameuse mallette tombée d'un camion juste devant lui. Je sais pas comment est-ce qu'il l'a récupérée, la mallette UFED, mais je sais qu'il y a un chercheur en sécurité qui a posté également sur Twitter le fait qu'il avait reçu, enfin c'est Ivan Kwiatkowski qui a reçu lui aussi, je crois, une mallette Cellebrite. Je sais pas comment est-ce qu'ils les ont reçus, mais je pense que l'inventeur des portes fermées à l'arrière des camions, il va se faire beaucoup d'argent. Si ça tombe des camions. Mais non seulement ça coûte très cher, mais si tu n'as pas l'abonnement Cellebrite pour les mises à jour très régulières, ça n'a aucune valeur. C'est très vite. Ouais, parce que je crois que eux, ça fonctionne par jeton. Ouais, même c'est par jeton, si tu payes, enfin, je dis n'importe quoi, mais si tu payes 10 jetons, donc tu as le droit à 10 vulnérabilités ou 10 captures, et une fois que tu as épuisé tes 10 jetons, tu dois racheter à nouveau 10 jetons. Bon, dans les détails, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est à peu près comme ça, je crois. Donc oui, la mallette en soi, c'est intéressant, mais il faut aussi être capable de payer les mises à jour et les vulnérabilités. Donc, prochaine réunion de l'OSIR, malheureusement toujours en visioconférence, donc début janvier. Et l'afterwork, peut-être à l'automne, hiver 2021. Alors les vaccinations s'ouvrant à tout le monde dès demain, peut-être qu'à partir de la rentrée, nous pourrons nous voir à nouveau en présentiel. Enfin bon, pour l'instant, le sujet n'a pas été tranché, donc nous vous tiendrons tous au courant. Voilà. Aurélien, merci beaucoup Vladimir. Est-ce qu'il y a des questions ?